Bonjour à toutes et à tous et encore une fois bienvenue pour ce 4e webinaire, ce Spring webinaire de la société e-Catalyst. Merci de votre participation et de votre suivi pour ces webinaires. J'espère qu'on m'entend bien, que mon micro fonctionne bien. Si c'est possible pour les personnes qui sont présentes, de faire juste un petit retour, un oui pour bien me prouver qu'on m'entend bien, s'il vous plaît, histoire qu'on puisse démarrer tranquillement. Parfait, merci beaucoup. Moi, ça me permet d'être sûr. Allez. Alors, avant de commencer le webinaire, je vais me présenter rapidement pour ceux qui auraient déjà suivi le premier webinaire. Nous nous sommes déjà croisés, nous nous recroiserons peut-être. Je suis Bastien Listemann, je suis actuellement donc responsable pédagogique au sein de la société e-Catalyst. Donc, je suis en charge de gérer avec les différents formateurs les différents cursus de formation de l'école TECOF, et je suis aussi moi-même formateur en cybersécurité depuis quelques années, principalement auprès des professionnels du monde de la cyber et des militaires, et aussi sur les différents cursus de formation de l'école TECOF. Petit point avant de commencer ce webinaire, petit point sur l'école TECOF dans un premier temps. Donc évidemment, vous en avez déjà entendu parler et nous en reparlerons en fin de ce webinaire. L'école TECOF, donc une école 100% en téléprésentiel, une école destinée principalement aux demandeurs d'emploi et aux salariés. L'objectif, c'est de former les experts de demain et sur les métiers de demain, donc principalement les métiers du numérique, avec 3 cursus de formation que je redétaillerai plus tard en fin de webinaire, à savoir le cursus SDSI, d'où le webinaire. Ce webinaire est issu, donc c'est le cursus pour former les spécialistes à la défense des systèmes d'information, donc des spécialistes en sécurité informatique. Un deuxième cursus nommé CDPD, dans lequel on va former des experts en protection des données, et un autre cursus, donc CMM pour Community Manager. Vous avez déjà eu le plaisir de suivre 2 webinaires sur ces 2 cursus, et donc vous aurez le plaisir d'en suivre par la suite, évidemment, sur ces cursus aussi. Petit focus sur Ascent, projet évidemment qui a pour objectif l'accompagnement numérique des entreprises. Nous sommes impliqués dans ce projet et nous avons évidemment comme ambition et objectif de former les experts et spécialistes de demain. Et évidemment, les différents stagiaires qui suivent ce webinaire ici sont concernés. Alors, pour ce projet, on a évidemment besoin de vous. On a besoin pour ça de créer en fait une offre et une demande. Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin de professionnels en cybersécurité qui ont des besoins sur des domaines de la cybersécurité, de l'informatique et aussi de la sécurité du SI. Mais nous avons aussi besoin de vous, c'est-à-dire de professionnels de la cybersécurité qui ont des compétences pour répondre en fait aux besoins des différentes entreprises. Et pour justement rassembler cette offre et cette demande, nous mettons en place une plateforme où évidemment nos stagiaires que nous formons au métier de demain pourront trouver des offres d'emploi, et ces offres d'emploi, évidemment, eh bien, elles seront éditées par les différents professionnels qui ont des besoins aujourd'hui et qui en auront demain au travers des métiers du numérique. Et évidemment, toute cette plateforme est mise en place par la société e-Catalyst, et que vous pourrez retrouver tout ça sur le lien que vous avez en bas de ce slide. Voilà pour l'introduction. On va commencer donc ce webinaire. Voilà un petit peu le plan que nous allons ensemble parcourir. Nous ferons évidemment une introduction ensemble sur le sujet. Nous allons parler ensuite donc de l'identification des personnes. Ensuite, nous allons parler de l'attribution des droits des employés et du personnel. On va parler ensuite de la définition des règles de mot de passe. Comment considère-t-on qu'un mot de passe est sécurisé? Quelles sont les recommandations aujourd'hui en matière de sécurité sur un mot de passe sécurisé? Nous parlerons ensuite des attaques de tracking et évidemment, en fin de webinaire, comme sur tous les webinaires, je vous présenterai un petit peu nos spécialistes, nos cursus de formation. Je vous reparlerai un petit peu des différents projets et on aura un temps ensemble pour répondre aux questions. Donc, s'il y a des questions ou s'il y a des points que je dois éclaircir, n'hésitez pas justement à abuser du chat que vous avez à disposition et je prendrai un temps en fin de webinaire pour répondre aux différentes questions, donc n'hésitez pas.
Alors, commençons ensemble sur justement comment gérer les droits d'accès de ces salariés et des personnes qui ont accès aussi à l'entreprise en tant que professionnels. Il faut savoir évidemment que l'accès d'une société à différentes choses, c'est-à-dire aux ordinateurs, aux serveurs, aux smartphones, aux tablettes, à tout composant numérique qui est présent dans une société, aussi bien sur la partie matérielle que sur la partie locale, parce qu'on va parler aussi des bureaux, on va parler des salles serveurs, l'entrée de l'entreprise ou n'importe quel local ou bureau qui pourrait contenir ce genre de matériel. Tout cela, ce sont des choses qui sont accessibles par les salariés, parce qu'ils travaillent au sein de la société, par les personnes qui interviennent dans la société, donc on parle peut-être de sociétés externes ou de prestataires, mais aussi à des personnes qui sont extérieures et qui peuvent ne rien avoir avec la société. Aujourd'hui, il y a une partie de la sécurité quand on fait de l'analyse de risque qui concerne évidemment le SI et la partie numérique, mais aussi l'infrastructure et les locaux de la société dans lesquels on va justement considérer que n'importe qui peut être amené à introduire la société, à s'introduire dans la société et évidemment venir faire des actes de malveillance sur tel ou tel accès, tel ou tel local ou tel matériel qui se trouverait au sein de la société. Alors justement, parlons de l'identification des personnes pour justement venir pallier à tout ça. Aujourd'hui, l'un des systèmes qui fonctionne plutôt pas mal, gardons à l'esprit quand même que la sécurité 100% n'existe pas et que forcément, malgré la double authentification, il y a quand même des risques, mais c'est cette sécurité-là, plus une autre sécurité, plus celle-ci, qui feront évidemment que la société se rapproche du 100%, même si il est évidemment inatteignable. On parle de double authentification ou 2FA. À quoi ça correspond? C'est laisser aux salariés la possibilité de, lorsqu'ils souhaitent se connecter à une session, à un compte, etc., d'activer une double authentification qui se fait par téléphone ou par mail, c'est-à-dire le fait d'avoir un code d'accès supplémentaire dont doit disposer le salarié pour accéder à un compte. À quoi ça sert? C'est-à-dire que si jamais un salarié, une personne, même vous, dans votre vie de tous les jours, évidemment, mais là, on est plus centré sur le côté professionnel. Si jamais votre login mot de passe venait à être disponible sur Internet, volé ou récupéré, eh bien, la double authentification viendrait rajouter une sécurité supplémentaire parce qu'il faut avoir accès à ce code-là pour pouvoir venir s'authentifier complètement. C'est-à-dire que si jamais, voilà, votre login et votre mot de passe venaient à tomber entre les mains d'une personne malveillante, si cette personne ne dispose pas de ce code qui vous est demandé, elle ne pourra pas se connecter. Évidemment, cette sécurité-là a des vulnérabilités, a des failles, parce qu'évidemment, si on utilise son téléphone, on le sait aujourd'hui, on peut dupliquer des cartes SIM et on peut venir récupérer des informations qui seraient envoyées à un numéro sur un autre téléphone. Attention aussi aux différents codes que vous pouvez recevoir par mail, parce qu'évidemment, on le sait aujourd'hui, l'une des grosses attaques en cybersécurité aujourd'hui, c'est le phishing. C'est le fait de recevoir un mail qui vous renvoie vers un site ou un lien évidemment malveillant, malsain, qui copie un site réel et qui va vous voler vos données. Attention à ça. Donc les différentes applications 2FA ou double authentification qui existent sont évidemment, il y a Google Authenticator qui est évidemment l'un des pionniers sur le marché. On a aussi OTI, qui est une solution qui fonctionne plutôt bien sur la double authentification. Et vous avez évidemment aussi l'Aspace Authenticator qui permet justement de venir ajouter une double sécurité par rapport à cette authentification. Vous avez aussi des doubles authentifications physiques qui passent avec des clés. Alors l'avantage, c'est qu'évidemment, elles sont difficiles à dupliquer et qu'elles sont difficiles à reproduire. Évidemment, l'un des inconvénients, c'est que si votre salarié perd la clé, il faut pouvoir réattribuer une clé et pouvoir aussi resynchroniser une clé avec le compte. L'avantage de cela, c'est qu'il suffit de brancher la clé au système pour avoir cette double authentification. Alors, vous avez aussi par rapport, on a vu les différents accès par rapport au matériel, on va voir maintenant les différents accès par rapport évidemment à des locaux ou aussi à du matériel. On va pouvoir utiliser donc des clés évidemment pour venir sécuriser les locaux, les différentes pièces qui sont évidemment à risque dans une société. Vous imaginez bien qu'une salle café, une salle de pause ne sera pas sécurisée de la même manière qu'une salle serveur ou une salle dans laquelle on vient stocker des archives et des éléments essentiels pour une société. Ça paraît peut-être bête ce que je dis, mais on le voit régulièrement. Ce sont des choses qui, évidemment,
ne sont pas forcément pris en compte et auxquels les salariés, enfin les personnes dans les sociétés ne pensent pas. Donc attention à bien sécuriser les pièces qui sont sensibles beaucoup plus que les pièces qui ne sont pas forcément sensibles. On parle aussi de badge d'accès, donc on peut aussi venir sécuriser certaines pièces, certains endroits de la société, évidemment des locaux, avec des badges, avec des accès, verrouillés, des accès qui sont identifiés. On donne des badges à des personnes qui ont réellement besoin d'avoir accès à ces différentes zones de la société. On reviendra tout à l'heure justement aux différents rôles qui doivent avoir accès. On peut parler aussi de scellérure électronique avec un code, soit un code digital, soit un code avec une clé, venir encore une fois restreindre l'accès à certains locaux de la société par rapport aux besoins des personnes. On a aussi les identifications biométriques avec une empreinte digitale. On a aussi des identifications vocales ou rétiniennes. Ce genre de matériel, évidemment, coûte assez cher. On utilise principalement ça dans des sociétés telles que la gestion du nucléaire ou peut-être même des sociétés qui auraient évidemment des accès vraiment sensibles pour venir rajouter de la sécurité vraiment à son maximum. Alors, comment attribuer des droits stricts aux salariés dans une société, justement? Alors, il y a des risques, évidemment, on en a parlé et vous le savez, et il est bien de le prendre en compte, c'est que vos locaux dans la société, ils peuvent être accessibles à tout le monde. S'il n'y a pas quelqu'un qui surveille l'entrée, n'importe qui peut arriver dans votre société, se faire passer pour X ou Y, le prestataire téléphonique, le dépanneur informatique, le répareur du câble, etc. Bref, vous imaginez bien que n'importe qui, avec un petit peu d'envie et de motivation, peut se faire passer pour n'importe qui à intégrer vos locaux. Évidemment, tout ça, il y a des risques, évidemment, de vol, c'est-à-dire que si quelqu'un réussit à s'introduire dans vos locaux et à parcourir différentes pièces, différents étages, il peut y avoir du vol. Du vol de quoi? Du vol d'informations, aussi bien matériel que papier que numérique. Il peut y avoir aussi des actes malveillants, donc c'est-à-dire des installations de logiciels. Quelqu'un pourrait très bien avoir accès à une pièce qui dispose de PC, de serveurs, et venir installer donc des logiciels tiers ou des logiciels malveillants. Et aussi, il pourrait y avoir une modification du matériel, c'est-à-dire, par exemple, une mise en place de keylogger physique. Un keylogger, c'est soit un logiciel, soit un matériel, parce qu'on le retrouve aussi bien en software qu'en hardware. C'est il a pour but de venir en fait capturer et récupérer toutes les informations qui sont écrites au clavier. On a des keyloggers logiciels, donc qui peuvent s'installer sur les machines et qui sont totalement invisibles. Pour des experts en sécurité, évidemment, il y a des processus qui se retrouvent et qui se détectent. Encore faut-il avoir, avoir la possibilité, le temps d'aller vérifier sur toutes les machines. Et vous avez aussi des keyloggers physiques. Ce sont simplement des petits adaptateurs USB qui se branchent derrière votre poste de travail et qui se mettent entre l'interface USB de votre clavier et le PC. Et à partir de là, toutes les informations en fait sont récupérées par ce petit adaptateur. Et après, il y a plein de moyens d'envoyer les informations à la personne qui a mis en place cela, soit avec une carte SIM via le réseau 3G, 4G, soit avec le Wi-Fi, soit par mail, etc., où la personne reviendra dans la société récupérer l'appareil. Il y a plein de possibilités. L'objectif de ça, c'est évidemment de venir contrôler au maximum les personnes qui accèdent dans votre société et qui ont accès aux différentes pièces. Aujourd'hui, lorsqu'on fait du test d'intrusion, du pen test en anglais, il peut être demandé par les sociétés clientes de venir essayer de s'introduire dans les locaux. Ça s'est déjà fait, ça se fait beaucoup aujourd'hui pour que la société puisse justement savoir et voir si une personne venait à tenter d'introduire les locaux de la société, jusqu'où elle pourrait aller et jusqu'où elle a accès en termes aussi de possibilités de s'étendre dans la société. Il y a aussi une chose qui se fait beaucoup, alors souvent on le fait de manière totalement amicale au portillon d'entrée, surtout le matin quand on arrive à beaucoup de personnes. Il est vrai que si chacun passe le portillon individuellement, c'est assez long et on veut gagner du temps. Et souvent, quand on a une personne derrière nous, on essaye et quand la personne est pressée, on le fait passer avec nous. Sauf que ça, évidemment, vous imaginez bien que dans un cas d'intrusion ou de malveillance, on peut se retrouver à avoir une personne qui se retrouve dans nos locaux et qui n'est pas du tout la bienvenue. C'est ce qu'on appelle le tailgating, c'est-à-dire c'est le fait de suivre un employé ou un individu de l'entreprise. Alors souvent, c'est fait par une personne discrètement, mais on peut aussi avoir des employés qui ne sont pas forcément sensibilisés
et voulant être amical et serviable, laisse aussi passer la personne qui est derrière, alors que la personne ne fait pas partie de la société. Il faut aussi penser que toutes les sociétés n'ont pas forcément 10 ou 20 personnes et que dans des sociétés où il y a 1000, 2000, 3000 salariés et que vous avez le matin des centaines et des centaines de personnes qui rentrent, vous ne pouvez pas connaître tout le monde, donc difficile de reconnaître un collègue ou quelqu'un qui travaille dans la société et qui fait réellement partie de la société. Évidemment, ce problème ne se pose pas dans les petites sociétés familiales où les gens se connaissent. Évidemment, s'il y a une tête qu'on ne connaît pas qui arrive, on saura faire la différence. Encore une fois, le risque de cette intrusion, c'est évidemment le vol, l'installation de logiciels tiers et la mise en place de matériel, aussi bien keylogger que du matériel Wi-Fi, que des enregistreurs vocaux, etc. On n'est pas dans les films de James Bond, mais ça arrive. Évidemment, ce que vont viser les personnes qui souhaitent faire de la malveillance, il va y avoir du matériel plus sensible que d'autres. On va viser principalement vos bases de données, les différents serveurs que vous possédez, que ce soit des serveurs Active Directory, des serveurs de sauvegarde, des serveurs de données, etc. On va viser aussi tout le matériel routeur Wi-Fi ou routeur réseau, tout le matériel réseau. On va viser aussi votre réseau Wi-Fi, même si celui-ci est aussi accessible souvent à l'extérieur des bâtiments. Il faut savoir un AP, un access point, une box Wi-Fi s'étend sur plusieurs mètres et souvent dans des entreprises, on a quand même accès au réseau de l'entreprise Wi-Fi, même à l'extérieur du bâtiment. Donc attention à ça. Et évidemment aussi, on va viser les différents postes informatiques de la société pour soit s'y connecter, soit brancher du matériel dessus, ou soit évidemment venir installer des logiciels. Il faut faire un accès strict sur les postes de votre société. Vous avez dans vos locaux, au sein de votre société, vous devez différencier les personnes qui doivent avoir un rôle d'administrateur, les personnes qui doivent avoir un rôle d'utilisateur et les personnes qui doivent avoir un rôle de prestataire externe. Pourquoi? Parce qu'évidemment, encore une fois, c'est des choses, ce n'est pas un scoop, mais dans beaucoup de sociétés, les choses ne sont pas forcément gérées de la meilleure des manières. On ne va pas laisser un même accès aux personnes qui sont administrateurs que ceux qui sont utilisateurs du système. Pourquoi? Parce que tout simplement aussi, si un salarié, et on le sait parce qu'aujourd'hui, la négligence, le manque de sensibilisation des salariés fait que les attaques cyber qui sont le plus réalisées aujourd'hui se réalisent par la négligence et le manque de sensibilisation. On a beaucoup trop de salariés aujourd'hui qui ouvrent des mails sans se soucier, qui ouvrent des pièces jointes, qui sont capables de brancher des clés USB récupérées à l'extérieur. Tout ça, évidemment, ça se corrige par le biais de formation et de sensibilisation. Je vous invite à regarder le premier webinaire justement qui a justement mis ça en avant. Et pour que si un salarié vient à brancher une clé USB ou ouvrir un mail malicieux sur sa machine, si le salarié a des accès administrateurs, vous avez le malware qui va se répandre sur la machine qui aura les accès administrateurs. Donc, ce qui veut dire qu'il aura accès à tout et pourra évidemment avoir la main sur quasiment toute la machine. Donc, c'est pour ça que dans une entreprise, si on veut gérer strictement des accès sur les postes, on va donner des droits et des possibilités par rapport au métier et aux besoins. D'accord? Les administrateurs auront des accès administrateurs, ils sont identifiés, identifiables et on sait qui sur le réseau a des accès administrateurs. Le reste des salariés qui sont là pour venir travailler et réaliser leurs tâches, on va leur donner des accès utilisateurs. Il y a différents accès utilisateurs dans les sociétés. On gère ça sur un Active Directory avec différents groupes, avec différentes possibilités et rôles, mais vous avez vraiment une différence entre les rôles administrateurs qui sont administrateurs d'un serveur, d'un système, d'un réseau, si vous avez des sous-réseaux, et vous avez des utilisateurs de ce réseau qui ont la possibilité de réaliser des tâches, mais il faut que les dirigeants et les personnes qui travaillent dans la société soient au courant de tel rôle à telle tâche. Et vous avez aussi des prestataires externes, dans certains cas, qui peuvent avoir accès au système et au réseau de l'entreprise. Dans ce cas-là, on donnera des rôles adaptés par rapport aux besoins et à la nécessité de laisser accès aux prestataires externes, mais évidemment juste ce qu'il y a besoin. On va parler aussi maintenant, par rapport à tout ça, et gros sujet qui devrait intéresser beaucoup de personnes, la définition des règles de mot de passe. Comment on considère aujourd'hui qu'un mot de passe est sécurisé et qu'est-ce qu'un mot de passe sécurisé et pourquoi avoir un mot de passe sécurisé? Aujourd'hui, il y a un type d'attaque qui s'appelle l'attaque de type brute force, c'est-à-dire que les attaquants vont essayer un login et un mot de passe et voir s'il fonctionne.
S'il ne fonctionne pas, on va en tenter un autre. S'il ne fonctionne pas, on retente derrière. Vous imaginez bien aujourd'hui que ces attaques, qui sont des attaques à répétition, qui durent longtemps, parce qu'on va tester un login, un mot de passe. S'il ne marche pas, on va retester un autre, et encore un autre, et encore un autre. Toutes ces attaques ne sont pas faites ni réalisées manuellement. Vous trouvez une multitude d'outils sur Internet qui sont évidemment destinés à la sécurité, mais qui, dans les mains de personnes malveillantes, peuvent devenir des outils, évidemment, de hacking. L'objectif de ces outils-là, on va parler évidemment de dictionnaires, c'est-à-dire qu'on va utiliser des listes de mots de passe. Ces listes-là, il en existe plein sur Internet, avec les 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 mots de passe les plus utilisés dans le monde. Et croyez-moi, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui utilisent des mots de passe qui se trouvent dans ces listes-là. Il va y avoir donc, par cette attaque de brute force, un multiple essai de l'attaquant. Donc, il va tester, et évidemment, il n'a pas besoin de rester devant son PC pour que le brute force se déroule. On va lancer l'outil et on le laisse tourner. Et si à un moment ça fonctionne, et ben on a le message comme quoi c'est tel login et tel mot de passe qui a réussi. Et évidemment, vous comprenez maintenant que les mots de passe faibles tombent assez rapidement. Pourquoi? Parce que soit ils se trouvent dans des listes de mots de passe qui sont des mots de passe utilisés et connus. Si vous utilisez le mot de passe password, par exemple, je peux vous assurer qu'il va tomber assez rapidement. Maintenant, vous utilisez un mot de passe qui est une phrase de votre vie, qui correspond à un élément, un événement de votre vie, et que vous êtes seul ou la seule à connaître et à avoir dans votre tête, évidemment, vous pouvez être sûr que ce mot de passe ne se retrouvera pas dans une liste de mots de passe déjà connus ou mots de passe faibles. Les mots de passe faibles, en fait, on va considérer que ce sont les mots de passe qu'on peut générer facilement. Si votre mot de passe comporte peu de lettres, qui comportent que des lettres, pas de majuscules, pas de caractères spéciaux, dans des listes générées aléatoirement, où on commence à la lettre A, on fait toutes les lettres de l'alphabet, ensuite on passe à 2 caractères, AA, AB, ensuite AC, on passe à BA, BB, et ensuite on passe sur les mots à 3 caractères, 4 caractères, 5 et 6, et on a des outils aujourd'hui sur Internet, sur des sites comme GitHub, que vous voyez ici, on en retrouve des outils qui sont capables de générer des listes de dictionnaires comme ça. Et après, vous insérez ça dans d'autres outils qui sont capables de vous faire du brute force. Pour répondre à ça, justement, quelles sont les recommandations à partir du moment où on peut dire qu'un mot de passe est considéré comme sécurisé, complexe? On considère aujourd'hui qu'un mot de passe doit comporter entre 8 et 12 caractères minimum. Selon certains sites, c'est 12, selon d'autres, c'est 8. On a souvent tendance à dire que la longueur ne fait pas tout, et c'est vrai. Un mot de passe qui est long, ça ne veut pas dire qu'il est complexe. Si vous n'avez que des lettres, il aura beau être long, il va tomber assez vite. Donc il y a plusieurs éléments qui font qu'un mot de passe est considéré comme complexe. Les 12 caractères minimum, pour moi, évidemment, c'est un minimum entre 8 et 12. Il faut absolument que votre mot de passe contienne des chiffres, des lettres, évidemment, et des caractères spéciaux. Que ces lettres-là aussi, évidemment, vous ayez des minuscules et des majuscules. On parle aussi de mot de passe anonyme, où il n'y a pas de KYC, de Know Your Customer, c'est-à-dire d'éléments qui permettent d'identifier son client. On parle souvent ça dans la vente ou dans l'identification, le KYC. C'est-à-dire que votre mot de passe ne doit pas et doit exclure tout élément qui permet de vous identifier. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance, le nom de votre conjoint ou conjointe, le nom de vos enfants, leur date de naissance, votre date de mariage, le nom de votre chien, votre chat, votre animal de compagnie. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense, et j'en suis quasiment sûr, qu'environ 3/4 des personnes aujourd'hui possèdent au moins un de ces éléments dans son mot de passe. Sachez que ces éléments-là sont les priorités et les éléments qu'un attaquant va rechercher en priorité. Avec des techniques de social engineering, de recherche sur les réseaux sociaux, de recherche sur la vie d'une personne, on peut très vite trouver ces éléments-là. Je vous fais pas le détail, je pense que tout le monde a compris. Et surtout, aujourd'hui, avec le vol de bases de données sur les réseaux sociaux, pareil, je ne donne pas d'exemple, si vous suivez un petit peu l'actualité cyber, vous voyez de quoi je parle, on peut très vite avoir des informations comme ça et donc faire tomber des mots de passe. Il y a des outils, encore une fois, qui sont capables d'intégrer le prénom, le nom de la personne, sa date de naissance, la société où elle travaille, le nom de son conjoint et tout ça. Les stagiaires que j'ai eus récemment ont justement eu le cours dessus et sont capables de venir répondre à vos besoins sur tous ces sujets-là, évidemment. Et ces outils-là permettent de monter une liste de mots de passe qui correspond à tous les éléments de la vie d'une personne. Et si cette personne n'est pas sensibilisée à la sécurité, et comme beaucoup de gens, une adresse, une date de naissance, le nom d'un conjoint et tout ça, c'est des mots de passe qui tombent très rapidement, et ben on se retrouve un petit peu dans l'embarras.
On parle aussi donc de l'association à une double authentification, on en parlait, le fait d'avoir un code qui est généré pour venir s'authentifier avec son login et son mot de passe, et on parle aussi de renouveler son mot de passe. Alors, le renouvellement du mot de passe, vous avez des sociétés qui demandent tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 1 an. Évidemment, il y a toute la partie comment dire, user-friendly, c'est-à-dire accessibilité pour les salariés, pour les personnes qui ne sont pas du tout dans la partie informatique. C'est assez contraignant de devoir modifier son mot de passe tous les 2-3 mois, sachant que la majorité des personnes aussi oublient leur mot de passe 2 à 3 fois dans l'année. Donc on a comme rôle aussi, comme casquette, de devoir réinitialiser souvent les mots de passe. Ça arrive souvent après 2-3 semaines de vacances, hein, ce genre de choses, mais pour tout le monde d'ailleurs. Donc, le renouveler son mot de passe, ça dépend principalement aussi, si vous voulez mettre ça au sein de votre société, ça dépend de, comment dire, de la sensibilité du compte. Sur un compte utilisateur standard, on va pas exiger que le mot de passe soit renouvelé tous les mois. Ça n'aurait pas vraiment d'intérêt et ça va être plus une contrainte pour notre utilisateur qu'autre chose. On peut estimer que tous les 3-6 mois, le mot de passe peut être renouvelé. Maintenant, sur des comptes qui sont réellement sensibles, je parle de comptes d'administration de domaine, d'administration d'Active Directory ou d'administration serveur, ou même d'accès à des salles, évidemment, ce genre de compte, on va demander à ce qu'il soit renouvelé beaucoup plus régulièrement. Alors, on va pas demander à ce qu'il soit renouvelé tous les jours non plus, mais on va essayer de faire en sorte que ces mots de passe soient peut-être déjà gérés par un outil, un logiciel, et qu'en plus de cela, ils soient renouvelés eh bien, tous les mois, tous les 2 mois maximum. C'est à chaque société après de prendre ses responsabilités et de gérer comme elle le souhaite le renouvellement des mots de passe. On parle aussi maintenant de mots de passe différents pour chaque compte. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a des techniques d'attaque suite à du social engineering, donc de la recherche d'informations sur les réseaux sociaux, qui permettent de tester votre login mot de passe sur une multitude de plateformes, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, WordPress, Gmail, tout ça, Yahoo, ProtonMail, La Poste, enfin, tous ces systèmes-là, les attaquants vont, évidemment de manière automatisée, hein, encore une fois, tester si jamais votre login mot de passe est volé sur, par exemple sur Facebook, eh bien ils vont le récupérer et le tester sur plein d'autres plateformes. Et si vous avez utilisé la même adresse mail et le même mot de passe, eh bien tous vos comptes vont tomber. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de mots de passe différents pour chaque compte. Vous avez évidemment la solution que j'ai présentée au début, LastPass, qui permet de justement gérer ce genre de choses et de vous générer de manière logicielle des mots de passe pour chaque compte que vous allez utiliser sur les différentes plateformes. Vous avez aussi des méthodes, j'allais dire comment dire, cérébrales, si on peut dire ça comme ça, qui vous permettent aussi de venir gérer et d'avoir des mots de passe différents sur tous vos comptes et de les retenir en tête. On en parlera juste après. La CNIL aussi, aujourd'hui, propose un outil qui peut être intéressant à voir en fonction de vos besoins, qui met à disposition un outil qui permet de générer des mots de passe à partir d'une phrase. C'est-à-dire que, comme je le disais, vous pensez à une phrase, un élément, un événement de votre vie, quelque chose qui vous a marqué, vous rentrez cette phrase-là dans le logiciel de la CNIL et il va vous générer un mot de passe qui correspond à cette phrase-là, un mot de passe complexe. C'est-à-dire qu'il va y insérer des chiffres, il va y insérer des caractères spéciaux, il va remplacer des A en arrobase, il va remplacer des E en chiffre 3, il va placer un caractère spécial à la fin. L'objectif, c'est que ce mot de passe soit quand même facile à retenir pour vous et qu'il corresponde en fait à un événement de votre vie que vous seul connaissez. Et c'est justement un outil qui peut être mis en place dans une société pour que des salariés qui ne sont pas forcément habitués à la cybersécurité ou à la sécurité informatique, qui sont un petit peu néophytes dans le domaine, puissent retenir facilement leur mot de passe. Je parlais de solutions logicielles qui permettent de sauvegarder et d'avoir des mots de passe différents. Vous avez aussi Dashlane, qui est une solution, un coffre-fort de mots de passe. L'avantage de cela, c'est un petit peu comme LastPass ou KeePass, et certainement qu'il a des possibilités supplémentaires, celui-ci. Il permet de, en fait, vous retenez qu'un seul mot de passe. Vous allez avoir un seul mot de passe et unique mot de passe à retenir pour que le logiciel puisse vous donner accès et vous génère des mots de passe différents, très complexes, donc des mots de passe très très longs qui sont quasiment incassables pour un attaquant, et vous générer un mot de passe différent pour chaque session où vous allez vous connecter. Vous allez devoir retenir un seul mot de passe pour en fait accéder à cela, et lorsque vous souhaitez vous connecter via votre téléphone, via votre navigateur internet sur votre PC, le logiciel Dashlane va vous demander l'unique mot de passe que vous avez à connaître, et c'est lui qui va s'occuper de dire « Ah bah tiens, tu es sur Facebook, c'est ce mot de passe-là que je t'ai généré, hop, je le rentre pour toi ». Évidemment, les mots de passe sont stockés par Dashlane et évidemment sont chiffrés, d'accord? C'est vraiment l'application Dashlane qui gère
évidemment efficacement les différents mots de passe et c'est même elle qui va vous générer les différents mots de passe pour les différentes sessions où vous allez vous connecter. On parle aussi d'attaque de tracking pour terminer sur le dernier sujet de ce webinaire. Les attaques de tracking, il faut savoir qu'il y a plein d'outils sur Internet qui permettent de faire ça et on parle aussi de mots de passe par défaut. Alors les mots de passe par défaut, évidemment, quand vous donnez des accès à vos salariés sur des systèmes, sur des machines, sur des logiciels, il y a énormément de logiciels aujourd'hui, de matériel qui ont des mots de passe par défaut. Vous avez aujourd'hui un outil qui s'appelle Shodan, que tous nos spécialistes connaissent, qui est un outil en partie gratuit, vous avez des accès payants. Shodan, c'est quoi? C'est un parseur du web, c'est-à-dire qu'il va constamment parser le web, c'est-à-dire scanner, vérifier le web, toutes les adresses IP qui se trouvent publiques, donc qui se trouvent sur le web, et venir scanner ce qu'il y a derrière. Donc sur Shodan, ici on va parler évidemment donc de mots de passe par défaut. Sur Shodan, on retrouve énormément de choses, d'informations. On va retrouver des caméras IP où les personnes ne pensent pas forcément à changer les mots de passe par défaut et auxquels il est possible d'accéder. On va retrouver des serveurs qui n'ont pas caché des clés de chiffrement. On va retrouver des serveurs, des matériels qui ont des mots de passe par défaut. Et c'est justement l'exemple que nous avons ici sur une adresse IP qui se trouve en Inde, un matériel Cisco qui contient un mot de passe Cisco par défaut. Et évidemment, certains équipements Cisco, on le sait, ce n'est pas un scoop, possèdent le nom d'utilisateur Cisco et le mot de passe Cisco. Donc, si jamais votre matériel, qui est un pare-feu par exemple, si vous prenez un pare-feu pfSense, que certains ont peut-être déjà mis en place, on le sait, le login c'est admin et le mot de passe c'est pfSense. C'est déjà arrivé que dans une société, il y avait mis en place un bon budget en sécurité, eh bien l'administrateur avait oublié de changer cet accès-là. Donc vous avez beau avoir la meilleure sécurité derrière, si jamais votre logiciel d'entrée, le pare-feu, possède le mot de passe par défaut, ben c'est tout tombe. Donc attention à ça. Là, c'est une capture donc de Shodan sur une recherche default password et on voit qu'évidemment, on a un très grand nombre de machines d'adresse IP. Là, on retrouve du matériel Cisco. Ici, on retrouve un serveur qui communique via, j'ai cru voir tout à l'heure, Telnet, etc. On retrouve évidemment beaucoup de matériel qui se retrouve avec des logins de connexion admin et password. Shodan est capable aussi de retrouver des mots de passe les plus faibles, par exemple password. Si vous avez un login mot de passe avec admin password, vous pouvez être sûr que Shodan va être capable de les retrouver et de délister. Tout ça, évidemment, tout le monde y a accès. Aussi bien vous pour faire de la sécurité que les personnes malveillantes pour faire des choses illicites, évidemment. Pour conclure tout ça et pour rajouter une petite couche en plus pour montrer qu'il est très simple d'obtenir des mots de passe par défaut sur différents systèmes, vous avez ici deux sites qui sont datarecovery.com et cirt.net qui mettent en avant, avec un extrait ici, différents matériels avec leur marque et qui vous mettent directement les logins mots de passe par défaut. Donc, c'est-à-dire que pour vous qui faites de la sécurité, l'objectif, ce serait de vérifier déjà en interne que tous les matériels que vous utilisez, des mots de passe par défaut sont changés. Et évidemment, pour les attaquants, ce genre de liste est accessible. Et pour ceux qui réalisent du pentest, pour nos spécialistes SDSI par exemple, même nous, professionnels de la cyber, quand on fait du test d'intrusion, on est face à un matériel Cisco, par exemple ici, qui est un config maker ou un content engine. On voit évidemment que ici, on a un mot de passe, un login qui est admin et un mot de passe default. Ici, pour le config maker, on a du CMaker et CMaker. On retrouve du admin Cisco, admin Diamond, administrator ChangeM. On retrouve ici des logins mots de passe par défaut. S'ils ne sont pas changés par la société, par les spécialistes IT de la société, ce sont des accès simples qui tombent très rapidement. Donc attention à ça. Évidemment, pour terminer, j'en avais parlé dans mon premier webinaire, ce sont les cyber maps, ce sont les maps qui permettent de voir en temps réel un petit peu l'ampleur et le nombre d'attaques qui se déroulent sur Internet en temps réel. Vous avez ici directement la map de Kaspersky qui se retrouve, vous tapez Cybermap Kaspersky pour accéder directement au globe, en fait, pour voir directement les attaques en temps réel. On peut voir les tentatives d'intrusion sur le réseau, donc les tentatives de mot de passe par défaut, et plein d'autres attaques. On retrouve des attaques de type DDoS, de type EOS, des attaques dans tous les domaines. On va retrouver évidemment. C'est intéressant d'avoir ce lien-là parce que c'est vrai qu'en termes de sensibilisation, parce qu'évidemment,
toute ce webinaire qui concernait la partie sur les mots de passe, c'est de la sensibilisation auprès de vos employés qui va évidemment permettre de faire comprendre à vos employés que les mots de passe doivent être évidemment complexes. Et en leur montrant cette cybermap, en leur montrant un petit peu l'activité d'attaque sur Internet, ça permet de prendre conscience qu'il y a un réel enjeu derrière à se sécuriser de manière assez simple. Je vais terminer ce webinaire sur évidemment la rubrique Nos spécialistes pour vous présenter rapidement les différents cursus de formation que nous proposons. Donc TechOff, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est une école évidemment qui forme au métier de demain, une école qui est 100% en télé présentiel, c'est-à-dire à distance. Il est remis aux différents stagiaires, je vais parler du cursus SDSI, mais du matériel pour qu'ils puissent évidemment suivre la formation. Donc, les différents cursus de formation que nous avons CMM, Community Manager Maker, ou comment faire des experts qui vont être capables de gérer la communication de votre société sur les réseaux sociaux. On a évidemment la partie CDPO, ou les experts sur la protection des données, qui vont être là pour évidemment gérer la partie sécurité des données de votre société d'un point de vue légal. Et on a aussi justement la dernière partie, celle sur laquelle j'interviens et sur laquelle le webinaire fait référence, la partie SDSI, qui sont les spécialistes défense des systèmes d'information. Et évidemment, tous les sujets que nous abordons dans ces webinaires, que ce soit pour SDSI, CDPO ou CMM, tous nos spécialistes ont connaissance, évidemment, et sont formés pour répondre aux différents besoins et aux différents problèmes de sécurité dont nous faisons allusion dans ces webinaires. Les différents intervenants sur le cursus SDSI principalement, parce que ce webinaire, comme je disais, est destiné principalement au cursus SDSI. Donc il y a évidemment Fabien, vous retrouverez aussi Victor. Fabien et Victor seront certainement les deux présentateurs de webinaires qui arriveront sur les semaines à venir. On retrouve aussi Julien Walbert qui est associé Catalyst et que vous avez eu le plaisir d'avoir sur l'introduction des différents webinaires précédents. Et moi-même, je me suis déjà présenté, je ne vais pas revenir dessus. Comment nous retrouver? Bon, il y a plusieurs liens ici. Hein. Vous retrouvez évidemment notre site techoff.tech, qui est le site de l'école TechOff, et aussi le site iCatalyst, qui est la société derrière le projet TechOff. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, et TikTok. Évidemment, si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas. Ici, nous retrouvons un petit peu le planning des différents webinaires. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le 22 avril. On vient de parler justement donc sur la gestion et l'organisation des droits d'accès de ses employés. Le prochain webinaire qui se déroulera jeudi prochain, le 29 avril, évidemment, sera un webinaire orienté CMM, Community Manager et pourquoi investir dans les réseaux sociaux. Et vous retrouvez ensuite la liste des différents webinaires, le CIME sur la durée de conservation de vos données, etc., etc. Et on revient ensuite sur un autre webinaire SDSI sur Je pense mon réseau sécurisé. Est-ce vraiment le cas? N'hésitez pas à vous inscrire et à suivre ces différents webinaires. Pour les professionnels et les entreprises qui auraient des besoins par rapport au projet Ascent que j'ai présenté justement en début de webinaire, n'hésitez pas à vous rendre sur ce lien-là, FrenchNum, pour justement venir recenser vos besoins auxquels nous ferons un plaisir de mettre sur la plateforme pour voir si nos spécialistes peuvent répondre évidemment à vos besoins. Voilà, le fin du webinaire sur théorique. Je vais évidemment prendre un petit temps pour répondre aux questions. Merci aux personnes qui ont suivi ce webinaire. Merci de votre présence, en espérant vous retrouver sur les prochains webinaires. S'il y a des questions, n'hésitez pas à utiliser donc le chat qui est mis à votre disposition directement sur l'application et évidemment, je me ferai un plaisir de répondre aux différentes questions. En vous remerciant, merci à ceux qui ont suivi le webinaire. Alors, s'il n'y a pas de questions, pour le coup, j'ai l'impression que j'ai été plutôt clair, donc tout va bien. Je laisse 1-2 petites minutes pour les personnes qui souhaiteraient poser des questions dans le chat et je vais terminer le webinaire juste après. Eh bien, je vais conclure ce webinaire. Encore une fois, merci sincèrement aux personnes qui ont participé à ce webinaire. On était assez nombreux sur ce webinaire. Ça fait plaisir de voir qu'il y a toujours des personnes qui sont là pour suivre et qui sont toujours intéressées par les différents métiers. Ces webinaires sont évidemment gratuits. N'hésitez pas à les partager autour de vous. Ça peut intéresser des personnes. Ce sont des sujets d'actualité. N'hésitez pas donc à nous suivre sur les prochains. Merci encore. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Merci.